Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents et déclins des fédérations sportives, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment important. Un moment important pour les acteurs du MMA en France, mais plus largement pour le sport français. Car comme vous le savez, cela fait de très nombreuses années que la France faisait figure d'exception en refusant de reconnaître une réalité. Cette réalité, c'est celle du MMA, qui est aujourd'hui bien ancrée sur notre territoire et concerne entre 30 000 et 50 000 pratiquants dans plus d'une centaine de clubs. Cette réalité, il faut en tenir compte pour mieux l'appréhender et l'encadrer. J'en suis aujourd'hui personnellement convaincue. Mais tout d'abord, permettez-moi de faire quelques rappels sur les arts martiaux mixtes. Le MMA, c'est une discipline qui mêle plusieurs techniques de sport de combat et d'arts martiaux. Techniques que l'on retrouve en judo, en boxe, en lutte, en kickboxing, en karaté et dans d'autres sports de combat plus confidentiels. C'est une discipline qui se développe et attire de plus en plus de jeunes, notamment des enfants, des femmes, parce qu'elle offre une certaine liberté de pratique dans un cadre moins codifié, dans une approche pluridisciplinaire. C'est une discipline qui est organisée au plan international, avec de grandes compétitions auxquelles des athlètes français participent régulièrement. Certains sont d'ailleurs ici cet après-midi, et je les en remercie chaleureusement. Ils prendront la parole dans quelques instants. C'est une discipline qui est reconnue dans la très grande majorité des pays. Ces acteurs ont su faire évoluer des règles en les adaptant en fonction du niveau de pratique des différents publics. Ils ont su travailler sur des contenus techniques, éducatifs et pédagogiques de la pratique du MMA en essayant de combattre les représentations parfois vivaces qui existent autour de cette discipline. Vous le savez, depuis plusieurs années, cela fait l'objet d'une attention particulière. Certains expriment des craintes, des inquiétudes, et nous devons les prendre en compte. J'en ai parfaitement conscience et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer devant l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Le rapport de 2016, réalisé par les parlementaires Patrick Vignal et Jacques Grosperrin, a pointé une forte attente quant à la reconnaissance de cette pratique et a formulé des propositions intéressantes. Je les remercie d'être à mes côtés pour ce jour important. Dès ma prise de fonction, j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux et ils m'ont accordé tout leur soutien dans cette démarche. C'est le cas également du Premier ministre qui a donné son accord et suit de près les évolutions de ce dossier. Puis, dans la continuité de ce rapport parlementaire, une mission d'observation a été confiée à la Confédération des arts martiaux et du sport de combat. Patrick Vinck, cadre technique international, interfédéral à l'époque, a apporté son appui à cette mission et je le remercie pour la qualité de son travail. J'anticipe. Le rapport m'a été remis en fin d'année dernière. Il a recueilli l'adhésion de la Confédération des arts martiaux. Après de nombreuses auditions et un constat sensiblement identique à celui de nos parlementaires sur la réalité du MMA, la proposition est faite de pouvoir reconnaître officiellement cette discipline, de pouvoir l'encadrer à travers une fédération qui serait candidate pour l'abriter et l'arbitrer. En parallèle, j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux acteurs de ce dossier, avec les différents présidents des fédérations de sport de combat lors de nos entretiens bilatéraux, avec plusieurs acteurs du MMA, des responsables de salles, des organisateurs de galas, des éducateurs ou encore des athlètes. Certains sont présents aujourd'hui et je vous en remercie. Dans la foulée, j'ai demandé à mes services de poursuivre nos échanges constructifs pour affiner cette démarche. Et je sais que la semaine dernière, vous avez pu faire collectivement le tour du sujet et nous faire part de vos observations et questionnements. Cette réunion technique a été très utile et je nous félicite car nous y arriverons. Que si nous sommes unis et transparents dans nos attentes respectives. En complément, pour me rendre compte de la réalité du MMA, je me suis déplacée également dans une salle pour aller à la rencontre des pratiquants et des éducateurs, pour écouter leurs préoccupations ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vous l'avez compris, c'est dans un esprit de concertation que j'ai souhaité mener cette réforme après un temps de réflexion qui me paraissait indispensable pour comprendre tous les enjeux. Mais c'est aussi dans un esprit de responsabilité que le ministère des Sports s'engage dans la reconnaissance du MMA. Car c'est avant tout à partir de nos exigences que cela pourra être et devra se faire. Des exigences en matière de gouvernance nationale et territoriale et de structuration des clubs. En matière sportive, avec un réel projet de formation et de performance, ainsi que des bases solides pour la construction d'une filière de haut niveau. En matière de sécurité des pratiquants, qui, vous le savez, est une priorité pour moi,
En tant que ministre des Sports, c'est un point essentiel qui passera par une analyse attentive des règles techniques et de sécurité, avec l'appui d'experts et de médecins, dans un souci de santé publique. Ces règles seront évidemment élaborées en tenant compte de l'environnement international de la pratique du MMA, mais il faudra impérativement les adapter en fonction de l'âge et du niveau des pratiquants, notamment des plus jeunes d'entre eux, ce qui est déjà le cas pour les compétitions de jeunes de 12 à 18 ans, avec l'interdiction des frappes à la tête par exemple. Il faudra également prévoir la mise en place d'un protocole commotion qui permettra d'assurer un suivi des commotions cérébrales des athlètes. Des exigences encore en matière de qualification des éducateurs, du corps arbitral et du corps médical, avec là encore l'enjeu de préserver l'intégrité physique des sportifs. En matière d'encadrement des compétitions et des relations avec les acteurs commerciaux du MMA, dans le respect de la législation en vigueur. Et enfin, en matière de structuration d'un secteur professionnel avec les questions de redistribution financière vers les clubs formateurs des différents sports de combat. C'est ici le principe de solidarité, cher à notre modèle français d'organisation du sport, que je veux promouvoir et renforcer. Ces nombreuses garanties qui vous seront présentées plus largement dans quelques instants, c'est tout l'enjeu de l'appel à manifestation d'intérêt, AMI, que le ministère des Sports lance aujourd'hui. Cette AMI permet aux fédérations délégataires intéressées de se porter candidates pour accueillir cette discipline dans le respect d'un cahier des charges très strict. Les fédérations doivent remettre d'ici fin septembre leurs dossiers qui seront étudiés par un jury de personnalités qualifiées et indépendantes, chargées de nous donner un avis sur chacun d'entre eux. Ensuite, après plusieurs étapes sur lesquelles nous reviendrons, la fédération choisie obtiendra, à partir du 1er avril 2020, une délégation pleine et entière pendant 2 ans sur les volets amateurs et professionnels. Elle devra par ailleurs nous remettre chaque année un rapport d'activité sur l'accueil du MMA au sein de la fédération, avec un suivi étroit de la direction des sports. J'en ai conscience, nous sommes aujourd'hui à un tournant pour les acteurs du MMA. Une reconnaissance en tant que discipline sportive pour une véritable structuration et un encadrement des activités amateurs et professionnelles. Nous avons également envie d'en faire un formidable outil social au service de nos jeunes. À cet égard, il faut rappeler que ce choix de l'AMI s'est appuyé sur une position unanime des acteurs du MMA. Ils veulent tous pouvoir bénéficier de l'expérience et du soutien technique, administratif et logistique d'une fédération existante, mais sans pour autant exclure, à terme, la création d'une personne morale autonome en charge du MMA. Mais je voudrais surtout insister sur le caractère inédit pour le ministère des Sports d'une telle procédure pour confier une délégation. Elle est pour autant essentielle au regard des enjeux du MMA en France. Elle nous permet d'anticiper les sujets, d'accompagner les acteurs intéressés et au bout du compte, de conduire nos missions régaliennes dans les meilleures conditions possibles pour assurer la sécurité et l'intégrité du sport et des pratiquants. Après ces quelques mots, je laisse à présent la parole à Patrick Vignal, à la direction des sports, et à Jacques Grosperrin, qui est là, qui vous présentera le contenu de l'AMI, donc la direction des sports, par M. Grosperrin. J'en profite pour les remercier pour tout le travail qui a été accompli, ainsi qu'à mes conseillers et donc Eric et Marc de la direction des sports. Et vous remercier à tous de votre implication, de votre participation, du temps d'échange qui vient de précéder cette conférence de presse et du travail qui nous reste à faire ensemble. Merci. Merci. Alors, nous avons avec nous les 2 auteurs du rapport sur le débat, les parlementaires. Les sénateurs républicains, ils ont fait. Madame la ministre, mesdames et messieurs, la dernière fois que nous sommes venus ici, c'était pour présenter le rapport, mais 3 jours avant, le ministère avait pondu un arrêté pour interdire le MMA en France. Vous imaginez, Madame la ministre, le démarrage de ce rapport. Alors, moi, je voudrais bien sûr revenir un peu sur l'historique. Ça fait 15 ans qu'on réfléchissait sur une légalisation, et dont le Premier ministre de l'époque s'appelait Manuel Valls, vous avez confié une mission. Il avait confié ça à 2 judokas, 2 amis de Jean-Luc Rouget, président de la fédération, premier champion du monde. Vous imaginez les Fernand Lopez, les Bertrand Moussou, les Diabaté, consorts, qui se disaient, comme d'habitude, les parlementaires judokas vont faire ce qu'il faut, c'est-à-dire mettre le rapport sur l'étagère et dire circuler, il n'y a rien à voir. Chers amis du MMA, grâce à notre ministre, nous avons fait mentir. Plus sérieusement, effectivement, ça n'a pas très bien démarré
Notre rapport, Madame la ministre, même si on a fait 170 heures d'audition, on a commencé par les combattants, des chercheurs, des universitaires, des médecins. Et je voudrais le dire à la presse, ce sont les médecins qui nous ont dit que la MMA n'était pas un sport dangereux. Je voulais chercher des sports dangereux, comme je suis un homme du Sud et je dis toujours ce que je pense. Je pense que le foot américain, même le rugby, a plus de traumatisme que le MMA. Le seul souci dans le MMA, c'est qu'il y a du sang. Et dès qu'on voit un petit peu de sang, obligatoirement, on a l'impression qu'il y a une grosse dangerosité sur cet art martial. Donc on a mis du temps, Madame la ministre, avec Jacques, on s'est vu dans ses bureaux. On ne se connaissait pas du tout au départ, si ce n'est que sur des tatamis, et souvent le club de Montpellier battait le club de Besançon, mais ça c'est une anecdote. Et donc on s'est de suite entendu, j'étais au Parti Socialiste, il était chez les Républicains, et on s'est dit, on va se faire une belle mission. Et on s'est fait une magnifique mission, puisque les gens qu'on voit dans la salle, on nous a tous rencontrés, et on s'est aperçu d'une chose. Le MMA, c'est plus qu'un art martial, c'est un projet de société. Parce que quand les gens pratiquent les arts martiaux, que ce soit le judo, le karaté, la boxe anglaise, le kickboxing, ils se rendent compte que leur ennemi, c'est eux-mêmes. Et vous le disiez, les athlètes, tout à l'heure, quand vous avez passé 3 heures sur un tatami ou à faire du shadow ou sur un ring de boxe, vous n'avez pas envie d'adresser les autres. Et donc, Madame la ministre, la première raison qui me pousse vraiment à défendre, c'est cette partie de soi-même. Quand on sait se respecter les points, on se respecte soi-même, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est la confiance de notre jeunesse. Notre jeunesse n'a pas confiance, une partie de notre jeunesse. Et c'est vrai que le signal que vous avez donné aujourd'hui, c'est aussi pour ces jeunes des quartiers populaires qui ont envie aussi, avec l'activité sport, d'avoir une reconnaissance. Mais ce n'est pas que ces jeunes de quartiers populaires, c'est les gens des métropoles. Moi, je vois dans les clubs, et j'ai visité des clubs en France, où c'est les cadres moyens qui ont envie de se défouler le soir. Cet aspect de l'art martial, pour moi, c'est vraiment un projet de vie, un projet de société. Alors bien sûr qu'il y aura plein de choses à régler, Madame la ministre. Sachez quand même que 3 ministres sont passés avant vous, 3 directions des sports. Donc, je crois que ce n'est pas du courage, j'ai envie de vous dire, c'est de la vision. Et je vous remercie parce que ce n'était pas évident d'une nageuse. Pour tout vous dire, je me suis dit, tiens, après l'escrime, il y a la nageuse, est-ce qu'elle va... Mais vraiment, je voudrais vous le dire solennellement, mais je n'étais pas surpris puisqu'on a échangé la première fois à l'Assemblée et je vous ai senti ouverte à la discipline, à cet intérêt du sport en France. Alors, tout n'est pas gagné, il faudra tout régler, il faudra que le monde du MMA s'entende et s'aime. Ce n'est pas gagné, chers amis, mais vous avez une lourde responsabilité, le monde du MMA. Parce que vous avez une ministre qui va ouvrir la porte et les fenêtres. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous organiser, vous structurer, ce qui n'est pas facile en France. Madame la ministre, j'en profite aussi, il y a 110 fédérations. Nous serons avec Jacques à votre disposition jour et nuit pour faire un petit peu de ménage aussi, sport de combat, sport de pied-point. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans les arts martiaux et disciplines affinitaires. Nous sommes une grande famille qui est un peu turbulente des fois, qui peut se chamailler, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vision, il y a beaucoup de transparence à mettre encore en place. Alors, moi je ne sais pas, la fédération délégataire qui sera choisie, en tout cas je voudrais féliciter vos services aussi, parce que c'est une vraie démarche de démocratie, de prendre et de ne pas décider seul dans votre bureau avec votre directeur des sports, mais d'ouvrir ce débat avec les professionnels. Un petit mot, pas être long par rapport aux athlètes de haut niveau, par rapport aux relations. La France est construite sur un modèle de formation. C'est pour ça que dans notre rapport, on avait dit qu'il fallait faire des UV capitalisables. Vous avez des champions dans la salle qui n'ont pas de diplôme mais qui ont une connaissance. Donc je pense qu'entre une carte d'Italie Sport pour les KO, entre une formation de nos athlètes, entre cette relation connectée entre des jeunes du populaire et des gens qui veulent pratiquer, je pense que, notamment dans le cadre du sport féminin, de plus en plus de femmes se mettent au MMA. Et je pense que c'est un sport complet. Moi qui suis dirigeant d'un complexe sportif, je peux vous dire qu'il y a de la demande. Donc à la fois vous êtes sur une vision de la société, à la fois vous allez adresser un message fort sur une jeunesse, et à la fois on va travailler sur le fond. Donc je vais vous le dire pas trop souvent parce qu'on peut vous parler des nuits du MMA. Je voudrais laisser la place à mon collègue Jacques et lui dire que bon, hormis qu'il est républicain, je l'aime parce qu'on a fait un magnifique rapport. Oui, sans être trop, Madame la Ministre, merci à vous de l'avoir convié. Je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi à l'image de ce que vous êtes, quelqu'un d'ouvert. Et la politique sportive ne doit pas se réduire justement à la politique. Et je crois qu'aujourd'hui, j'en suis l'exemple.
parce qu'il est important qu'à un moment donné, on se retrouve sur des problématiques, à mon avis, importantes, sur lesquelles les uns et les autres ne doivent avoir aucun état d'âme vis-à-vis de cela. Je tiens aussi à vous féliciter sur votre courage d'une femme qui ose faire cela. Nous avons entendu depuis très longtemps que cette légalisation, en tout cas cette première étape, cette en quelque sorte en marche vers le MMA, si j'ai bien compris. Donc on l'a entendu depuis de longues années, et puis vous avez su, avec vos services, faire en sorte qu'aujourd'hui on se retrouve ici. Et je tiens à vous féliciter parce qu'il y a tous les acteurs du MMA, il y a tous les acteurs des fédérations françaises, il y a tous les acteurs de ceux qui s'intéressent à ce sport-là. C'est exceptionnel ce que vous avez réussi à faire ici. Alors je ne sais pas si votre conseiller spécial ou le directeur du cabinet et l'ensemble de vos services sont responsables, mais en tout cas, vous êtes bien entourés et gardez-les bien parce que je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a des personnes intéressantes, il faut les garder. Et je pense que l'un d'entre vous aura compris le message que je viens de faire passer là. Il est vrai que, et Patrick, vous connaissez Patrick Vignal. Patrick Vignal, c'est méditerranéen. Moi, je suis de l'Est, on est plus pondéré, plus calme. Mais Patrick, les choses sont souvent dites avec sa manière de le dire, avec sa franchise. Il avait toujours dit on ne veut pas mettre la poussière sous le tapis. Parce que pendant de longues années, il y a une hypocrisie de tous les pouvoirs publics qui ont dit oui, à la limite, les gens s'entraînent, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est une activité, d'ailleurs, on disait 30 000, 40 000, c'est même pas vrai, il y en a peut-être moins. Je crois que les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics ne se sont pas rendus compte de ce sport et de l'intérêt de ce sport. Et nous, dans le cadre du judo, on s'est véritablement rendu compte. On n'avait pas de préjugés, mais c'est vrai qu'on aurait pu nous taxer à un moment donné de dire oui, on va faire en sorte que ça revienne dans notre fédération, ou qu'on l'interdise, ou qu'on dise que c'est pas bien. Au contraire, moi j'ai rencontré avec vous tous aujourd'hui qui êtes là. Et vraiment, on tient à vous remercier, Patrick, parce que je crois que c'est important. Vous nous avez montré, au-delà d'un sport, vous nous avez montré des personnalités qui s'engageaient véritablement vers, pas simplement vers un avenir personnel, mais aussi vers un avenir tourné en direction de la société. Et quand je vous entends les uns les autres, et Madame la ministre tout à l'heure, quand j'entends le témoignage de ces athlètes, moi je me dis que nous les politiques, quelles leçons pour nous, quelles leçons de réalité. Si on nous écoute un peu plus, je pense que ça serait intéressant et à mon avis on ira encore plus loin. Aujourd'hui, Madame la ministre, vous les avez écoutés. Vous avez écouté l'ensemble des acteurs. Et je crois que c'est un grand pas que l'on fait aujourd'hui. Alors je ne suis pas un grand pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas en tout cas parce qu'on sortira d'une hypocrisie. Et puis on permettra à un moment donné, lorsqu'on parle de sport santé, je crois que c'est important, on va permettre à un moment donné de pouvoir suivre les athlètes qui demandent que cela d'ailleurs. Parce que la santé publique, le sport santé, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre société. Et si on ne pouvait plus laisser ce sport à la marge ou à l'extérieur, et puis avec cette image, parce que la reconnaissance va lui donner une belle image, va lui donner une image qui sera aussi fondée sur certaines personnes que vous travaillez. J'ai un petit clin d'œil pour Bertrand. Alors Cyril aussi, bien sûr, il faut faire attention, parce que quand on cite un, c'était le deuxième. Mais Bertrand, et puis Fernand, l'occasion de Fernand, oui, Fernand. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'ils ont les uns et les autres, mais Bertrand nous avait montré le travail qu'il avait fait d'accompagnement sur les diplômes, etc. Je pense que les uns et les autres avaient un rôle important à jouer au sein du MMA. Je pense que j'étais trop long, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir accueillis, m'avoir permis de parler. Je pense que c'est tout à votre honneur, et puis que vive le MMA. Je suis persuadé que dans quelques années, on en parlera et qu'on dira oui, c'est la ministre ancienne championne de natation qui a fait ça. Écoutez, bravo à vous. Mais je pense que vous ne ferez pas que ça dans votre mandat. Merci. Merci. Alors, j'appelle maintenant Marc Lemercier et Éric Lepagno de la direction des sports qui ont travaillé sur ce dossier ardemment et qui vont vous présenter le contenu de l'appel à manifestation d'intérêt du cahier des charges. On va faire une intervention à deux voix, si vous me permettez, tout en restant dans des délais raisonnables. D'abord, pour ce qui me concerne, rappeler le caractère, et la ministre l'a dit, original, puisque c'est la première fois que nous octroyons, que l'État français et le ministère des Sports en particulier octroient une délégation par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt. Je repréciserai d'ailleurs très rapidement ce qu'est une délégation. Et en même temps, ce travail qualifié d'original ou novateur, nous n'avions pas d'autre voie. Marier une fédération classique, si j'ose dire, avec des acteurs du MMA, nécessitait
de quitter le cadre habituel de la délégation qui était un acte unilatéral octroyé par le ministère pour amener l'ensemble des protagonistes, à la fois ceux qui avaient la culture d'une fédération, la culture d'un certain nombre d'édictions et de respect de règles, et des collègues et des pratiquants qui avaient développé depuis 10 ans une pratique. Il nous semblait inconcevable de fonctionner autrement que par un appel à manifestation d'intérêt. Cet appel à manifestation d'intérêt pour une délégation, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons en France 2 régimes de reconnaissance des fédérations. Nous avons d'abord l'agrément, et au-delà de l'agrément, et sans qu'il y ait de hiérarchie, nous avons une délégation. Cette délégation qu'ont un certain nombre de fédérations, un peu plus de 60... Oui, de délégation. Eric, 78, je ne voulais pas pour être précis, 78. Ce n'est pas le monopole de la pratique, c'est simplement un certain nombre de prérogatives majeures qui sont de 3 ordres. C'est d'abord la délivrance des titres. La fédération qui a la délégation a le monopole de la délivrance de titres. De ce monopole de la délivrance de titres, il y a un certain nombre de conséquences. C'est d'abord toute la structuration et l'organisation du haut niveau, et il a été question dans nos différents échanges, avec in fine l'élaboration d'un programme d'accès à la performance qu'on baptise aujourd'hui projet de performance fédérale. C'est aussi toute l'organisation des liens entre la pratique amateur et la pratique professionnelle. La deuxième prérogative majeure qui relève d'une fédération délégataire, c'est la représentation de la France à l'étranger, et notamment dans les grandes compétitions internationales et dans les instances internationales. Et enfin, la troisième prérogative, et on verra que sur ce dossier, c'est un sujet particulièrement aigu, c'est celui de l'édiction des règles techniques et de sécurité. Il en était beaucoup question aussi, et on verra les modalités de travail pour arriver à cette édiction des règles techniques et de sécurité. Voilà le cadre général de cet appel à manifestation d'intérêt. Je reviendrai en fin de propos de mon collègue Eric sur le calendrier, et mon collègue va vous présenter les différents enjeux de cet appel à manifestation d'intérêt. Oui, donc je vais m'attacher très rapidement à revenir sur les grands principes qui ont déjà été beaucoup abordés par les prises de parole successives, mais le premier, j'arrive à me servir de peut-être rappeler très rapidement les principaux enjeux qui sont ceux de cette démarche, qui sont à la fois de permettre au MMA d'être normalisé dans sa pratique, dans son contexte, et de pouvoir fonctionner comme une discipline sportive à part entière, ou en tout cas pleinement reconnue par les acteurs publics et privés. Donc les enjeux principaux, le premier d'entre eux, c'est celui donc de fédérer les acteurs. Je crois que, pour tous ceux qui se sont intéressés à cette question-là, un des enjeux, c'est effectivement d'avoir une approche commune, une approche partagée, une approche conjointe de ces questions du MMA. Donc le principal enjeu, c'est vraiment de réussir à constituer cette famille du MMA avec sa diversité, mais dans une maison qui serait une maison commune. Et c'était l'idée de s'appuyer sur l'expérience d'une fédération expérimentée que de pouvoir les accueillir et de leur permettre de construire ensemble cette maison commune. Donc c'est vraiment le premier enjeu qui est important, pour qu'on puisse avoir après des règles communes. Il faut d'abord construire la maison. Ensuite, ça va être de codifier la pratique, évidemment. Il va falloir à un moment donné adopter les règles qui sont les règles qu'on partagera, et qui sont des règles qui seront les garantes de la sécurité. Il y a déjà eu beaucoup de références sur le sujet, mais en tout cas, cette notion donc, de normalisation donc, de la pratique du MMA, c'est aussi une reconnaissance d'une pratique qui sera garante de la sécurité des pratiquants. Et c'est le deuxième enjeu de cet appel à projet, que de permettre d'illustrer cette notion, ce rapport entre cette pratique, le sport de combat, et la sécurité des pratiquants, et les enjeux donc, de la garantie, en tout cas, de la sécurité des pratiquants. Troisième enjeu, donc, c'est la notion de formation, la notion de reconnaissance donc, du parcours de formation, et en tout cas des qualifications des encadrants. Aujourd'hui, on est dans un cadre qui est un cadre fabriqué à partir des choses existantes. Peut-être que là, aujourd'hui, l'enjeu
cette AMI, c'est de bien identifier ce que sont les cursus de formation nécessaires, ce que sont les compléments de formation. On a discuté déjà avec beaucoup d'entre vous, mais en tout cas, le troisième enjeu, c'est vraiment l'identification de ce cursus de formation propre au MMA, faire en sorte que comment on peut s'appuyer sur ce qui existe et en même temps mettre en valeur ce qui fait la spécificité de l'approche croisée des différents arts martiaux, ou en tout cas des différentes techniques de combat qui constituent ce MMA. Un quatrième enjeu, donc le développement de la pratique. Ça, c'est un petit peu singulier, mais on est dans une démarche particulière. Cette AMI est un cadre de candidature qui dépasse les simples limites peut-être de ce que sont les limites de la délégation dans un cadre normal. Et cet enjeu du développement, il faudra qu'il soit également parfaitement intégré dans le dossier de candidature, les dossiers de candidature qui vont nous parvenir, puisque c'est vraiment une question essentielle. Aujourd'hui, ce qui fait la force du MMA, au-delà de sa pratique professionnelle, au-delà de sa reconnaissance médiatique, c'est aussi la pratique du quotidien, la pratique de l'ensemble des uns et des autres, que ce soit les plus jeunes, que ce soit la pratique de loisirs, qui est une composante essentielle de ce MMA, la pratique une pratique qui a une vocation plutôt de sport santé et plutôt d'engagement dans un travail qui est un travail de formation, mais en tout cas un travail d'entraînement physique, plus que forcément uniquement l'approche compétition et l'approche spectacle de la pratique. Donc c'est un véritable enjeu de le faire, ce développement, et on y reviendra tout à l'heure. Après, évidemment, l'enjeu sportif, puisque ce sont les deux piliers à un moment donné d'une action de structuration, non seulement développer et prendre en compte la diversité des pratiquants et leur proposer les cadres les plus adaptés, mais ensuite également travailler sur la prise en considération des meilleurs pratiquants d'entre eux et pouvoir leur proposer en tout cas un parcours qui les amènera vers le meilleur niveau de pratique, et pour certains d'entre eux choisir in fine peut-être la pratique professionnelle, mais tout ça formant un tout et formant l'ensemble des formes de pratique. Ensuite, donc la notion de manifestation et de gala, évidemment quand on parle de MMA, cette question elle est centrale. Aujourd'hui, il y a le décret qui existe sur cette interdiction des pratiquants, enfin des manifestations, pas de la pratique, mais des manifestations et des galas. La vocation de cette AMI, c'est de les faire sortir justement du cadre de ce décret, pour qu'à un moment donné, on ait formalisé l'ensemble des règles de pratique qui garantiront les meilleures conditions d'organisation de ces manifestations et qui permettront à un moment donné de s'inscrire dans un cadre partagé. Et enfin, donc dernier élément, mais qui est directement lié au précédent, c'est celui qui consistera à réfléchir sur la bonne articulation entre le sport amateur et le sport professionnel dans ces différentes dimensions, à la fois sur la reconnaissance du parcours des pratiquants, et savoir à un moment donné comment on reconnaît, on valorise le parcours de formation qui a été le leur, et ensuite sur les enjeux économiques et financiers portés par la pratique professionnelle, et savoir comment on conçoit et on organise les processus de régulation et de juste retour vers les structures formatrices que sont les clubs, les fédérations, et les structures qui auront participé à la formation de ces combattants. Voilà pour les principaux enjeux, et pour que tous ces enjeux soient pleinement pris en compte, on a souhaité donc concevoir l'AMI autour d'un dossier qui sera un dossier qui comportera 6 parties. On a voulu structurer un petit peu les choses pour que les choses au niveau puissent clairement s'exprimer, et en tout cas pour qu'on donne les moyens à chacun des candidats de constituer son dossier, en tenant compte parfaitement des différents points constitutifs successifs qui sont ceux qui sont la conséquence des enjeux que je viens de développer. Je ne vais pas vous les citer un par un parce que chacune des diapositives va aborder ce point-là. Mais le premier point du dossier, ce sera la présentation du candidat, évidemment, c'est-à-dire à un moment donné, quelles sont les caractéristiques de la fédération qui porte le projet qui est présenté, et qui donc reprend les différents éléments, que ce soit sur les aspects statutaires, que ce soit sur l'histoire de la fédération, son rapport, sa solidité, sa maturité pour pouvoir accueillir, son expérience en termes d'accueil de discipline sportive, et puis et surtout son rapport avec le MMA, c'est-à-dire son approche du MMA et la façon dont il peut concevoir l'accueil en son sein. Ça, c'est une présentation
d'ordre général qui constituera la première partie du dossier, et on enchaînera ensuite sur la façon dont le MMA en tant que tel va être accueilli au sein de la fédération, c'est-à-dire la place qu'on lui laissera dans la fédération au niveau d'abord des différents organes nationaux, savoir à un moment donné quelle part d'autonomie aussi elle aura dans son fonctionnement, comment on va l'aider à se structurer, à constituer une commission au sein de l'organisation fédérale ou une autre forme d'organisation. Enfin, là-dessus, moi, j'ai pas de réponse, c'est vous qui les porterez, les réponses, et on les appréciera et on les étudiera. Mais en tout cas, quelle est la part dans l'organisation fédérale, quelle est l'autonomie, quels sont les moyens qui lui seront dédiés, qui lui seront consacrés et fléchés, comment on identifiera un pratiquant du MMA au sein de l'organisation fédérale, c'est le deuxième point, au travers des modalités d'adhésion, comment au travers des licences on sera en capacité de bien établir cette cartographie des pratiquants du MMA à l'intérieur de la fédération. Ensuite, comment les règlements prévoiront à un moment donné les modalités d'adhésion, les modalités de regroupement et les conditions qui seront nécessaires pour intégrer cette organisation fédérale. Oh, pardon. Je parlais pas assez fort, j'avais l'impression déjà que je parlais. Et donc, ensuite, évidemment, tout ce qui relève des commissions statutaires, c'est-à-dire tous les organes de régulation de la pratique, quelles sont à un moment donné les instances, qui seront les instances qui auront vocation à statuer, qui sur les questions sportives, qui sur les questions disciplinaires, qui sur les différents sujets portés par la discipline, le développement, etc. Et puis, enfin, comment tout ça s'articulera avec l'échelon territorial, c'est-à-dire comment la fédération pourra mettre à disposition son réseau, son maillage territorial, et faire en sorte que le MMA puisse s'appuyer sur ces organisations locales pour avoir des leviers et des interlocuteurs qui permettront, qui pour un organisateur local, qui pour une association locale, de retrouver des référents de proximité au niveau des territoires. Donc c'est toute cette organisation, toutes ces conditions d'accueil du MMA dans l'organisation fédérale qui seront importantes à développer et qui seront importantes donc à qualifier pour qu'on puisse apprécier cet aspect du dossier de candidature. Troisième point, les conditions de pratique et la formation. Évidemment qu'un des enjeux essentiels, ça va être de définir les règles et les conditions de pratique, puisque à un moment donné, le MMA s'est déjà doté de ces règles. Il y a déjà un certain nombre de pratiques, mais les choses iront mieux en les écrivant, en les précisant, en les présentant et en les diffusant. Donc ces règles de pratique sont essentielles. Tout à l'heure, on faisait référence donc, aux quelques principes qui nous animent quand on parle d'une pratique sécurisée, quand on parle d'un certain type de coups qui ne seront pas forcément autorisés. Et évidemment, donc, quand une des origines à un moment donné de la prudence ou de la réticence selon les personnes vis-à-vis de cette pratique, c'était aussi un certain nombre de coups portés. On sait que le MMA a réfléchi là-dessus, a codifié les choses pour rendre les combats, en tout cas pour respecter les combattants et les compétiteurs. Donc c'est ces choses-là qu'on va vous demander de formuler, de présenter, et le présenter comme on le présente systématiquement dans une organisation sportive, c'est-à-dire avec la volonté portée par les acteurs, mais aussi avec la volonté de s'intégrer à l'échelon international, puisqu'on ne conçoit pas une pratique sportive, en tout cas dans la démarche de délégation, les représentants des fédérations délégataires aujourd'hui le savent bien, on inscrit forcément sa pratique, sa démarche dans un contexte international pour permettre à un moment donné le cheminement et les évolutions des uns et des autres. Sur la sécurisation des pratiques, on sera évidemment particulièrement attentif à la diversité des publics que vous êtes susceptibles d'accueillir et à la façon dont vous allez adapter les règles aux différents types de pratiquants, avec leur niveau de maturité, avec l'âge, avec l'intensité de la pratique. Mais en tout cas, toutes ces conditions-là qui vont faire qu'à un moment donné, il y aura forcément une graduation des règles, une graduation des règles autorisées en fonction des niveaux de pratique et des niveaux d'expertise des combattants. Et c'est ces choses-là qu'on vous demandera de détailler. Sur ce qui concerne la formation, on en a déjà abordé, mais évidemment, l'enjeu, donc, ce sera de présenter quelle sera la stratégie donc de formation dans le cadre d'un paysage aujourd'hui qui est nous un paysage très réglementé, puisque vous connaissez tous et le code du sport et les obligations et les règles de sécurité qui s'appliquent à toutes les qualifications professionnelles donc des activités physiques. Et ce qui sera attendu ici, ce sera bien effectivement de réfléchir et de voir à un moment donné comment sans rendre à nouveau un énième cursus de formation qui sont déjà nombreux et multiples, comment au contraire mieux s'appuyer sur les cursus de formation existants pour à un moment donné envisager la spécialisation MMA et qu'elle semble
selon vous, la meilleure méthode, ou en tout cas la meilleure approche de la qualification des cadres au sein de cette démarche fédérale. Et puis en fait, la formation des arbitres, qui est une autre formation d'acteurs essentiels dans la pratique, au niveau des sports de combat, pertinemment, que la place de l'arbitre et les règles d'arbitrage sont des choses essentielles pour, à un moment donné, avoir un cadre de pratique reconnu, structuré et sécurisé. Donc cette notion de formation des arbitres est également un point clé de ce dossier. Voilà, sur le troisième point. Sur le quatrième point, et j'irai très très court, mais deux sujets importants. Un projet de développement. Donc voilà, tout ce qui va concerner donc, la stratégie de développement, la façon dont on identifie, quel est le diagnostic aujourd'hui du MMA selon vous, porteurs de projet, et ce qu'il devra être demain, quelles ambitions vous portez, quels objectifs vous vous fixez, chose essentielle, et ce dans la diversité des pratiques. Et quand on parle de la diversité des pratiques, on parle aussi des partenariats à établir. Le monde des sports de combat est un ensemble de pratiques très partagées avec une grande diversité d'acteurs, que ce soit les pratiques qui sont portées par les disciplines affinitaires, que ce soit les pratiques qui soient portées par les clubs et les structures émanant ou relevant d'un régime commercial, ou que ce soit celles qui relèvent de la fédération délégataire. Vous avez là tout un ensemble d'acteurs qui chacun sont tout aussi légitimes les uns que les autres pour porter une partie du projet de développement, et comment on se les associe et comment on travaille ensemble pour qu'à un moment donné tout ça fasse projet cohérent et projet structuré. Et puis évidemment le deuxième aspect du projet, au-delà du développement, l'aspect sport de haut niveau et l'aspect de projet de performance porté par la fédération, savoir à un moment donné quelles sont les organisations, les moyens, les méthodes qui seront en tout cas mises en œuvre pour accompagner les compétiteurs qui souhaiteront s'engager dans une forme de pratique vers le haut niveau, et quels sont à un moment donné les moyens que vous mobiliserez autour de cet accompagnement du sportif. On a beaucoup aussi insisté sur cette notion de suivi des athlètes, pour un certain nombre d'entre vous, la nécessité d'avoir un véritable suivi régulier, pour ce qu'on appelle le suivi socio-professionnel. Vous connaissez bien ça dans les fédérations, vous avez chacun des référents qui sont chargés de ce dossier-là. Mais cet accompagnement individuel des pratiquants sportifs qui s'orientent vers le haut niveau, avec les exigences qui sont les leurs, avec les contraintes qui sont les leurs, devra également faire partie de ce projet pour permettre d'illustrer les intentions qui sont les vôtres. Voilà sur le quatrième point. Sur le cinquième point, point évidemment essentiel, que sont l'organisation des manifestations et des galas. On est là sur un des piliers de la délégation. Quand on parle des règles de technique et de sécurité, on parle bien là de l'ensemble des règles d'organisation des compétitions, des galas, de toutes les règles qui vont permettre à un moment donné de reconnaître aux acteurs, que ce soit des organisateurs commerciaux, que ce soit des organisateurs locaux, que ce soit des organisateurs nationaux, on va dire. M. Alois a beaucoup insisté tout à l'heure sur la variété des organisateurs et des promoteurs, mais que chacun des promoteurs prenne conscience du cahier des charges qui va être le sien, des règles de sécurité qui s'imposeront à lui, pour qu'à un moment donné, il y ait une possibilité de reconnaissance des organisations et des manifestations, et ensuite les cahiers des charges qui en découlent. Et puis, évidemment, autour de ces manifestations, la notion de suivi des commotions, parce que sport de combat, sport qui nécessite une attention particulière, notamment comme tous les sports au chaos, notamment tous les sports susceptibles de provoquer des traumatismes ou en tout cas un suivi médical bien particulier dès lors qu'on aura subi un choc ou un traumatisme en compétition. Évidemment, ce qui va être attendu du porteur de projet, ce sera qu'il s'inscrive dans la démarche qui a été engagée par le ministère et réinitiée, qui est celle de la création d'un passeport interfédéral, parce qu'un des enjeux clés dans les sports de combat
et pas uniquement, puisque le rugby pourra en parler également, donc des initiatives qu'il conduit, mais en tout cas un des enjeux, c'est de connaître la richesse et la globalité du parcours des combattants, que ce soit dans telle ou telle fédération, dans telle ou telle pratique. On sait que les pratiquants des types de sports de combat, en tout cas des pratiquants KO, vont aller pratiquer auprès des uns, auprès des autres, multiplier les combats et les expériences, et que ce qu'il est important, c'est de casser les barrières fédérales pour avoir vraiment une approche individuelle, une approche du combattant, du sportif, et bien le suivre et le tracer dans son parcours de combattant, quels que soient les points d'accueil qu'il a pu trouver dans telle manifestation, tel gala, telle compétition, tel championnat, mais en tout cas qu'on ait vraiment une traçabilité de son parcours et éventuellement des traumatismes qu'il a pu subir pour être le garant de sa sécurité, que quand un organisateur prend l'engagement de l'inscrire sur son plateau, il a la garantie et l'assurance qu'il n'est pas sous l'effet soit d'une suspension, soit d'un traumatisme, soit d'une période de repos imposée, hein, parce que c'est bien là l'enjeu essentiel. Et cet enjeu-là, c'est celui de casser les barrières des fédérations et d'avoir vraiment une approche autour des individus, des combattants et en tout cas des pratiquants du MMA, mais au travers de la diversité des combats qu'ils pratiquent. Et évidemment, donc, ce qui en découle, ce sera le service médical dédié et donc le suivi donc, des principes et de la garantie donc, de la traçabilité de tous ces parcours-là au travers d'une stratégie médicale et d'une identification des moyens qui permettront de garantir la sécurité et l'encadrement des pratiquants. Voilà sur le 5e point. Et sur le dernier, et je ne suis pas mécontent d'arriver à la fin d'un propos qui a été un peu long, je suis désolé, mais je crois que c'est important qu'on échange, que je vous présente en tout cas cet attendu et ces attentes qui sont les nôtres, hein, je crois qu'on l'a dit, on est vraiment sur une démarche singulière, novatrice et courageuse et ambitieuse, et il faut qu'on partage tout ça ensemble. Ce 6e point, c'est évidemment un enjeu important qui est celui du sport amateur et du sport professionnel, et de la façon dont vont pouvoir travailler ensemble ces acteurs. Une des particularités du MMA, c'est que ce secteur professionnel, il est déjà structuré. On arrive au moment où on le reconnaît, on le prend avec un niveau de maturité qui est celui de 20 ans d'activité. Alors pas forcément de 20 ans d'activité traditionnelle au grand jour tel qu'on aurait pu le souhaiter, en tout cas sur le territoire français, mais en tout cas, il a cette maturité-là. Il y a des acteurs qui organisent le sport professionnel, qui font partie du paysage, et il y a un sport amateur qui existe également, mais on prend une délégation de façon un peu particulière. Souvent, on a des fédérations qui se structurent, qui développent le sport amateur, puis après, elles se professionnalisent au travers d'une meilleure reconnaissance, ou en tout cas d'une professionnalisation au travers d'une médiatisation des pratiques, etc. Là, on n'en est pas là. Là, on prend la délégation au moment où ces acteurs-là sont déjà sont capables de se mettre autour de la table et sont capables de concevoir des principes de solidarité, des principes de reconnaissance et en tout cas de participation mutuelle et croisée en gros à la meilleure organisation pour permettre à la discipline de prospérer. Et que les acteurs amateurs soient pleinement reconnus dans le travail de formation qu'ils font, dans le travail de préparation de la carrière professionnelle, et que les professionnels soient pleinement reconnaissants au travers de partage et de reconnaissance de ce travail, du tissu qui constitue le pilier du sport professionnel. Et là, je vais laisser la parole à Marc, mais tout ça va se faire avec un calendrier, donc un calendrier qu'on va vous présenter, calendrier qui intègre les échanges qu'on a eu la semaine dernière entre nous, hein, puisqu'on en a déjà parlé ensemble. Et Marc, je suis très content. On ne va pas commenter le calendrier, je vous rassure, dire deux choses. D'abord que ce calendrier a été présenté et que nous avons tenu compte d'un certain nombre de remarques formulées à la fois par les fédérations et ce qu'on en appelle les acteurs du MMA, c'est la première chose. Et au regard de l'échange qui a eu lieu complémentaire à midi, peut-être rajouter dans ce calendrier, au moment où nous allons le diffuser, nous allons diffuser l'AMI dès demain ou après-demain, et nous allons par ailleurs organiser d'ici la fin du mois de juillet, pour les différents actes, dans le même format que nous avons eu précédemment, une réunion avec les fédérations intéressées et les acteurs du MMA pour voir des questions que susciterait cet ami. Nous ne pourrons évidemment pas nous immiscer dans le dossier que rempliront chacun des candidats, cela va de soi. En revanche, un mois après la diffusion
de l'appel à manifestation d'intérêt, il nous semble intéressant de pouvoir répondre aux questions que vous pourriez vous poser dans l'élaboration et la finalisation du dossier. Donc nous allons rajouter à ce calendrier, d'ici la fin du mois de juillet, une séquence de questions-réponses pour les acteurs intéressés par la remise du dossier. Voilà. Merci, messieurs. Alors, on a parmi nous quelques athlètes aujourd'hui. Je ne veux pas massacrer les noms, pardon. Madame Rizia Souak, elle est là. Il y a aussi Taylor Lapidus qui est là. Et Zara Ferdo Santos. Est-ce que l'un de vous veut dire un petit mot? Je vous en prie. Il y a Audrey Prieto qui est là aussi et qui lutteuse qu'on connaît bien, mais qui a trouvé une reconversion dans le MMA. Tu veux témoigner? Bonjour à tous. Madame la ministre, je voulais vous remercier de l'attention que vous portez par rapport à la discipline MMA. J'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui parce qu'en tant qu'athlète féminine, c'est une discipline qui est très appropriée pour la génération à venir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les difficultés de notre sport qui n'est pas reconnu, on a réussi tous ensemble à les surpasser. On a tous une histoire différente. La mienne, elle est simple. J'ai commencé par la boxe anglaise. Aujourd'hui, je suis dans le MMA. Et de là maintenant, j'ai réussi à ouvrir ma salle, à Amberieu-en-Bugey dans l'Ain, où j'accueille des enfants, des familles, des mères de famille qui me disent que mon enfant aujourd'hui, il a un manque de confiance. Et aujourd'hui, grâce à la discipline, grâce aux acteurs du MMA aujourd'hui qui ont fait l'athlète que je suis aujourd'hui, j'ai pu réussir à ouvrir une salle. Et c'est pour ça, Madame la ministre, que je vous dis que nous ne sommes pas que des athlètes. Derrière tout ce qu'on fait, les sacrifices au delà de notre discipline, on est aussi autre chose. Et aujourd'hui, je suis fière de cette journée avec Rizia Souak qui est championne, Audrey Prieto. Ça fait énormément plaisir de voir cet engouement aujourd'hui. Et je vous remercie, Madame la ministre, pour l'attention que vous portez pour notre discipline. Bonjour à tous, rebonjour. Madame la ministre, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment un exemple pour la femme, parce que voilà, on est des combattantes. Et vraiment, vous avez fait ce que les autres n'ont pas fait. Et vraiment, rien que pour ça, je vous applaudis et je vous respecte énormément et, en tant que femme, en tant que ministre. Et j'ai vraiment, il faut que ce sport soit vraiment reconnu et suivre tous les combattants, car vraiment, il y a un gros potentiel en France. Et s'il n'y a pas de suivi, il n'y a rien derrière. Au bout d'un moment, les athlètes vont arrêter le sport. Et voilà, les subventions, faut dire ce qui est concret. Hein. Les athlètes, on attend les subventions, les sponsors. Ah ouais, le médical, sans ça, on ne peut pas s'entraîner. Moi, je l'assume. Moi, je fais des sacrifices, je ne travaille pas. Voilà, je touche le RSA, je lui dis, non, j'ai pas honte. Et voilà, pour pouvoir m'entraîner à 100%. À côté, voilà, j'entraîne dans ma salle. J'entraîne les tout petits. C'est un bonheur de donner, voilà, d'apprendre à ces petits le MMA. Vraiment, j'ai découvert ce sport il y a 2 ans et je suis très fière de dire que je suis combattante de MMA. Mais vraiment, je me fais plaisir. Quand j'apprends des techniques, je suis comme une gamine, je suis comme un enfant. Et vraiment, je voulais remercier aussi les hommes de l'ombre, des représentants du MMA, parce que voilà, il y a vous, puis aussi tous ces hommes-là qui se battent depuis des années pour ce sport-là, qui ont été combattants et qui sont maintenant représentants. Et vraiment, je voulais les remercier aussi pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà, ils sont unis pour la même cause. Et ça, j'ai envie de leur dire merci pour tout. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi je suis assez jeune hein, dans ma carrière, j'ai 27 ans. Ça va faire bientôt 10 ans, je pense, que je fais du MMA. Et j'ai connu le haut niveau, le très haut niveau, notamment avec l'organisation numéro 1 de MMA, qui est l'UFC. Et j'ai toujours eu cette petite déception de me dire, je connais le haut niveau, j'ai vu le plus haut niveau de cette discipline, mais peut-être que jamais je pourrais combattre dans mon pays, avoir le loisir hein, d'avoir un événement en France, de voir le MMA à la française, sachant que
on le voyait déjà, hein, parce qu'on allait à l'étranger combattre, on montrait notre savoir-faire, mais on n'avait jamais accueilli un événement chez nous. Et là, maintenant, je me dis, ok, grâce à vous, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire flotter le drapeau de la France, représenter notre pays encore de plus belle manière qu'on le faisait déjà. Et merci pour ça, Madame la Ministre. Voilà. Madame la Ministre, encore je vais réitérer mes remerciements au nom de toute l'équipe effectivement des athlètes, je le redis encore, et au nom de tous les acteurs qui ont œuvré pour qu'on puisse vous présenter, qu'ils puissent vous présenter un projet clé en main, ficelé avec des rapports. Merci beaucoup Monsieur le député, Monsieur le sénateur pour le rapport. Merci d'avoir mis autour de la table, Madame la Ministre, tous ces acteurs. Je sais que vous portez dans votre cœur le suivi des athlètes de haut niveau, vous portez toutes ces valeurs, et on parlait tout à l'heure de l'image que le MMA peut porter au sein de la France. Grâce à vous, grâce à ces acteurs, grâce à ces athlètes, le sport, les valeurs que l'on fait, ce sont les hommes qui dirigent avec un grand H et des femmes. Effectivement, je vous rejoins pour qu'il y ait plus de femmes au sein des instances dirigeantes. Et tous ces acteurs et ces actrices qui portent les valeurs du sport font que le sport a des valeurs. Le sport en lui-même, les valeurs du sport, c'est les personnes qui l'utilisent. Le sport peut être mis dans les mains de n'importe quelle personne et les valeurs seront complètement différentes. Cela dépend dans quelles mains on met ce sport. Donc vraiment, merci de mettre tous ces acteurs autour d'une table, que l'on puisse discuter, que l'on puisse se dire les choses aussi, parce qu'il faut se dire les choses et arrêter aussi cette hypocrisie qu'il y a autour du sport et de tout ça. Donc merci beaucoup, pour que l'on puisse se dire les choses et qu'on ait tous le même projet, légaliser le MMA, pour que ce sport puisse avoir des athlètes de haut niveau reconnus, valorisés, avec un schéma et un contexte autour d'eux qui les protège. Donc merci beaucoup Madame la Ministre. Merci. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'on passe au micro? Pas de question? Allez, merci beaucoup.